Alors maintenant, pour nous parler de la charge de la preuve et du rôle de la crédibilité dans l'appréciation des demandes de protection internationale en Belgique, on a la chance d'accueillir M. Alexandre Faudon, qui travaille pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui d'ailleurs fait partie du comité de pilotage de la clinique. Et Alexandre est précisément membre de l'équipe de protection qui couvre la Belgique et le Luxembourg au sein de la représentation régionale du HCR pour les affaires européennes, si je ne me trompe pas. Voilà, merci Alexandre. Voilà. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, je suis très content d'être ici ce soir. Comme vous l'aurez vu dans le programme, je ne suis pas Véronique de Ricquereux, qui est ma chef d'unité, qui malheureusement, suite à un petit contretemps, ne peut être là ce soir, donc je la remplace. Au risque à nouveau d'enlever un petit peu de suspense, comme on l'a présenté, j'étais censé vous parler de la charge de la preuve. Ce soir, je ne vous parlerai pas de la charge de la preuve, vous verrez pourquoi dans un instant. Et je vous parlerai plutôt de l'évaluation de la crédibilité dans les demandes de protection internationale et en particulier dans celles liées aux questions d'identité de genre ou d'orientation sexuelle. Donc mon exposé est divisé en deux parties. Il y aura une première partie un peu générale sur la question de l'évaluation de la crédibilité, sur l'explication de ce concept, sur sa mise en œuvre, et une partie plus spécifique à sa mise en œuvre dans les demandes de protection internationale liées à l'identité sexuelle ou à l'identité de genre, à l'orientation sexuelle, ou à l'identité de genre. En guise de préambule, je voudrais simplement dire que cet exposé est basé en grande partie sur un document assez important qui s'appelle « Au-delà de la preuve ». Ce document, c'est en réalité une étude qui a été menée par le HCR en 2013, en tout cas publiée en 2013, qui s'appuie tant sur des recherches pratiques qui ont été menées en Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, que des recherches un petit peu plus académiques, on va dire, au travers d'études de jurisprudence, de lignes directrices et de cas individuels également, mais plutôt papier. Dans la partie concrète, voilà. Hop. Dans la partie, Voilà, dans la partie un peu plus concrète, comme vous le voyez ici, il y a eu aussi un certain nombre d'entretiens individuels, tant avec des travailleurs, des décideurs, je les appellerai comme ça par la suite, que des demandeurs de protection internationale. Je ne m'étends pas particulièrement sur cette étude en tant que telle, mais sachez que la présentation est basée dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion d'évaluation de la crédibilité ? Par évaluation de la crédibilité, on entend un certain nombre de choses. En premier lieu, de façon générale, il s'agit d'un processus de collecte d'informations, processus de collecte qui est mené par le demandeur de protection internationale. Il s'agit aussi du processus de collecte d'informations complémentaires qui est mené, cette fois-ci, par le décideur, la personne qui travaille sur le cas afin ou non d'accorder une protection internationale, l'officier de protection, typiquement. Ce qui est important ici, c'est que c'est la collecte d'informations dans le chef du décideur par ses propres moyens. Donc non pas sur la base de ce qui a été dit par le demandeur, mais vraiment de son propre chef par ses propres moyens. La notion d'évaluation de la crédibilité, elle recouvre également l'examen par le décideur du récit et des autres éléments qui viennent étayer la demande, de protection internationale, et ce au regard de l'ensemble des éléments qui sont à la disposition du décideur. Donc, comme je le disais auparavant, tant les éléments qui sont apportés directement par le demandeur que les autres éléments qui auraient pu être collectés par le décideur ou qui sont déjà existants, notamment au travers d'informations sur les pays d'origine. Il s'agit enfin de déterminer de la pertinence de ces éléments, la pertinence des éléments du récit du demandeur qui peuvent être pris en compte dans l'examen en tant que tel de la demande de protection internationale. Je vous disais que je n'allais pas vous parler de la charge de la preuve. Pourquoi ? Pourtant, on pourrait penser qu'il y a un lien entre l'évaluation de la crédibilité et la charge de la preuve. Pour le HCR, et je cite ici le guide du HCR relatif aux procédures à mettre en œuvre dans les procédures de détermination du statut de réfugié, il n'est guère possible pour un réfugié de prouver tous les éléments de son dossier. En clair, les notions de preuve et le fait de pouvoir prouver quelque chose sont des notions qui sont en réalité assez difficiles, voire impossibles à mettre en œuvre au sein de la procédure d'asile. Et ce n'est pas autre chose que dit
le droit européen, puisque en son article 4, paragraphe 1, la directive qualification impose aux demandeurs l'obligation d'étayer les éléments de leur récit et non pas de prouver. Je le répète, il ne s'agit pas, pendant une procédure d'asile, de rechercher à établir une vérité, et donc il n'est pas question de preuve, comme il peut être question de preuve dans d'autres types de procédures. Je mentionnais à l'instant la législation européenne pertinente, en l'occurrence la directive qualification. Dans le même article 4, deuxième paragraphe, la directive qualification précise que les éléments correspondent, les éléments qui permettent d'étayer la demande, correspondent aux déclarations du demandeur, de façon principale, et à tous les documents dont le demandeur dispose. Ces documents, ces éléments peuvent être soit oraux ou documentaires. Les éléments oraux, c'est bien évidemment les déclarations des demandeurs de protection internationale, mais aussi d'autres types de personnes, que ce soit des déclarations de témoins, d'experts, de membres de la famille du demandeur de protection internationale. En ce qui concerne les éléments documentaires, il s'agit des documents écrits, bien évidemment, mais aussi des documents graphiques, des photos, par exemple, des vidéos, des documents numériques, visuels, des captures de pages Internet, etc. Bien évidemment, la documentation relative aux informations du pays d'origine, ça peut être aussi des objets physiques, ça peut être aussi des cicatrices, donc des objets entre guillemets corporels, ou des enregistrements sonores, visuels, j'en parlais à l'instant. Dans tous les cas de figure, et en ce compris au sein de la législation européenne pertinente, le point de départ pour étayer une demande de protection internationale, ce sont les déclarations du demandeur, c'est le récit. D'accord ? Et dans certains cas, ce récit, ces déclarations peuvent être la seule base, le seul élément pertinent afin d'examiner une demande de protection internationale. Alors pourquoi est-ce que j'insiste particulièrement sur la notion d'évaluation de la crédibilité ? Eh bien, l'évaluation de la crédibilité, en réalité, il s'agit d'une première phase dans une procédure d'examen d'une demande de protection internationale. Cette première phase, elle consiste à collecter les éléments qui permettent d'étayer la demande de protection internationale et en juger la crédibilité. Sur cette base-là, alors la deuxième phase de l'examen de la procédure de demande de protection internationale peut commencer, et c'est celle qui conduira à déterminer les faits matériels qui permettent d'analyser les risques de persécution ou d'atteinte grave qui visent la personne en question. L'évaluation de la crédibilité, elle répond, en tout cas du point de vue du HCR, à un certain nombre de principes et de normes. Je vous les ai listés ici, je vais évidemment les expliciter un peu plus, mais j'attirerai votre attention principalement sur certains éléments. En premier lieu, il s'agit d'une obligation partagée d'étayer la demande. Partagée entre qui ? Eh bien, tout simplement entre les demandeurs de protection internationale d'une part et les décideurs, les officiers de protection, d'autre part. En second lieu, bien évidemment, tout examen d'une demande de protection internationale doit être un examen individuel. Je ne m'étends pas là-dessus, je crois que c'est du bon sens en quelque sorte, mais en tout cas, cet élément-là est bien coulé dans la législation également. Le caractère objectif et impartial que doivent avoir un examen d'une demande de protection internationale. J'y reviendrai par la suite de façon un petit peu plus détaillée. Le fait que l'évaluation de cette crédibilité doit être fondée sur des éléments matériels. Le fait que le demandeur doit avoir la possibilité de commenter tout élément ou toute conclusion de crédibilité qui pourrait agir en sa défaveur. Il faut laisser l'opportunité au demandeur de pouvoir éclaircir son récit ou éclaircir les éléments qu'il a avancés afin d'étayer cette demande lorsque la conclusion relative à la crédibilité pourrait agir en sa défaveur. Il faut également que l'évaluation de la crédibilité soit fondée sur l'entièreté des éléments, non pas sur l'un ou l'autre élément saillant qui pourrait attirer l'attention d'un officier de protection, mais vraiment sur l'ensemble des éléments qui ont été présentés par le demandeur et ou collectés par le décideur. Enfin, une norme de base également, mais il faut bien évidemment que l'examen de la crédibilité des éléments qui sont apportés par le demandeur ou collectés par le décideur soit minutieux et rigoureux. La
question du bénéfice du doute, c'est assez simple. En cas de doute, en théorie, on doit laisser ce doute au bénéfice du demandeur. J'y reviendrai également par la suite. Et enfin, il faut que les conclusions qui sont établies par le décideur quant à la crédibilité des éléments qui sont avancés pour étayer la demande de protection, eh bien, ces conclusions, elles doivent être claires et sans aucune ambiguïté. Alors, je vais revenir sur un premier élément qui est assez capital, c'est cette obligation partagée d'étayer la demande. Je reviens ici un petit peu aux sources, en tout cas au guide du HCR, qui en son paragraphe 196 précise que la tâche d'établir et d'évaluer tous les faits pertinents sera menée conjointement, excusez-moi, il y a un petit souci ici, sera menée conjointement par le demandeur et l'examinateur. À nouveau, c'est un principe qui est repris dans la législation européenne et toujours le même article de la directive qualification précise qu'il appartient à l'État membre d'évaluer en coopération avec le demandeur les éléments pertinents de la demande. Je précise aussi que ce sont des notions qui ont été confirmées par la suite par la jurisprudence européenne sans pour autant rentrer dans les détails. Plus concrètement, que contient cette obligation ? En premier lieu, pour le demandeur, il s'agit bien évidemment de communiquer les éléments qui devront être motivés par la suite, à savoir les éléments vraiment de base qui fondent la demande de protection internationale. Il s'agit de fournir un effort réel pour étayer la demande. Il s'agit de fournir tous les éléments qu'il ou elle a à sa disposition. Il s'agit par ailleurs, autant que faire se peut, d'étayer la demande le plus tôt possible. On le verra par la suite, ce qui n'est pas forcément évident. Et d'autre part, il s'agit d'essayer de fournir une explication qui soit satisfaisante, c'est le critère qui est utilisé ici en tout cas, quand certains des éléments ne peuvent être étayés. Pour le décideur, de l'autre côté, il s'agit de fournir des informations et d'orienter le demandeur durant l'entretien, mais durant la procédure d'une façon générale. Il s'agit d'utiliser des techniques d'audition et des questions pendant l'entretien qui soient appropriées, c'est-à-dire, on réfère ici aussi aux questions d'impartialité, d'objectivité. Il ne s'agit pas d'induire non plus des réponses. Comme on le disait auparavant, il faut aussi donner l'opportunité aux demandeurs d'expliquer, de clarifier certaines des conclusions qui pourraient être prises par le décideur à sa défaveur. Et enfin, bien évidemment, il faut collecter de l'information nécessaire par ses propres moyens, c'est-à-dire en plus de l'information qui est apportée par le demandeur. Un autre élément important, c'est celui de l'examen individuel, objectif et impartial. L'exigence d'évaluation individuelle, objective et impartiale, elle se trouve également dans la législation européenne pertinente. Quand on parle d'examen individuel, il y a une question de bon sens, évidemment, on examine un cas à chaque fois, mais de façon un peu plus technique, il s'agit de prendre en compte les circonstances individuelles et contextuelles des éléments qui sont apportés par le demandeur. Donc quand on parle de circonstances individuelles, ce sont des circonstances objectives, entre guillemets, à savoir l'âge, la nationalité, mais aussi plus subjectives comme les valeurs, la culture, etc. Et quand on parle de circonstances contextuelles, c'est à prendre au sens large, à savoir le contexte sociopolitique du pays d'origine, le niveau de violence, par exemple, la protection qui peut être accordée à certaines personnes, etc. La question d'un examen objectif et impartial, elle repose essentiellement sur ces deux points, qui sont d'une part le fait de limiter les préjugés sur le demandeur. Tout le monde a des préjugés, en ce compris les décideurs, dans le cadre de l'examen d'une demande de protection internationale. Bien évidemment, on ne peut pas forcément s'en départir, mais l'idée est en tout cas d'en être conscient et d'éviter que ces préjugés ne puissent influer l'établissement de conclusions quant à la crédibilité des éléments qui sont apportés par le demandeur. D'autre part, limiter l'influence d'autres facteurs qui pourraient entamer l'objectivité des décideurs. Ces autres facteurs, en plus des préjugés, ça peut être des facteurs aussi bénins, j'ai envie de dire, que l'état d'esprit, l'humeur dans laquelle se trouve le décideur au moment de décider, d'examiner la demande de protection internationale. Ça peut être aussi accepter et reconnaître ses propres valeurs
et de faire en sorte que ces valeurs, même si elles ne coïncident pas avec celles qui sont explicitées par le demandeur, n'influencent pas non plus la prise de conclusion quant à la crédibilité des éléments qui sont apportés. Il y a aussi un autre élément qui est souvent à prendre en compte pour les décideurs, c'est la répétitivité de la tâche. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre de cas qui parfois se ressemblent, eh bien, dans certains cas, les décideurs pourraient, je dis bien pourraient, avoir tendance à appliquer les mêmes conclusions à des cas similaires. Et bien évidemment, ces facteurs, il s'agit de les reconnaître et d'en limiter l'influence dans l'examen. Une autre question importante aussi dans l'examen de la crédibilité, dans l'évaluation de la crédibilité des éléments, c'est le fait qu'il faut le plus possible adopter une approche pluridisciplinaire. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il y a de nombreux facteurs qui peuvent affecter la capacité des demandeurs de protection internationale à fournir des déclarations ou d'autres éléments quant à leur demande de protection internationale. En premier lieu, il s'agit bien évidemment de la fragilité de la mémoire humaine. Tout le monde en a fait l'expérience, j'en suis convaincu. Il y a d'autre part l'effet de l'émotion sur la mémoire, c'est-à-dire qu'au moment même des faits, le ressenti des personnes peut influencer la façon dont ils vont enregistrer, dont ils vont ensuite être capables de remettre en perspective ces faits-là au moment de l'entretien. Et en dernier lieu, il y a l'impact des extrêmes émotionnels, comme il est dit ici, au moment de l'entretien. À savoir, des personnes peuvent se trouver dans des situations de dépression profonde ou de stress post-traumatique, et bien évidemment, ces situations-là vont impacter la façon dont ils seront capables d'apporter des éléments durant l'entretien. Je reviens également sur la question du bénéfice du doute. Le bénéfice du doute, c'est assez simple, c'est en réalité un principe qui permet de parvenir à une conclusion claire pour le décideur, en ce compris dans des cas où un doute subsiste quant à la crédibilité des éléments qui sont apportés par le demandeur. Il est fondé sur deux éléments. Le premier, c'est la reconnaissance que pour les demandeurs de protection internationale, il est souvent difficile d'apporter des éléments à l'appui de leur demande. On parle des éléments de récit, on en parlait à l'instant, mais également des éléments documentaires, puisque ces personnes, par définition, ont fui leur pays d'origine. Et la reconnaissance d'un autre élément qui est celle de la conséquence potentiellement grave, soit d'un rejet de certains éléments, soit d'un rejet tout bonnement et simplement de la demande de protection internationale. La condition pour pouvoir appliquer le bénéfice du doute, en tout cas dans le chef du HCR, c'est que la crédibilité générale des éléments qui sont apportés par les demandeurs afin d'étayer leur demande de protection internationale n'en souffre pas. Alors, divers indices de crédibilité sont utilisés pour juger, évaluer cette crédibilité. C'est le caractère suffisamment détaillé et spécifique des éléments qui sont apportés, la cohérence interne, donc au sein du récit et des éléments documentaires qui sont apportés par le demandeur de protection internationale, la cohérence externe, à savoir entre, d'une part, les éléments qui sont apportés par le demandeur de protection internationale et par ailleurs les autres éléments qui peuvent être en possession des décideurs. Il peut... Voilà. Toujours aussi la prise en compte d'aspects très individuels aussi durant les entretiens. La plausibilité générale, là on s'en réfère plutôt au bon sens. Ça peut être aussi l'attitude du demandeur lorsqu'il répond à certaines questions, lorsqu'il apporte certains éléments, et tout un ensemble d'autres éléments qui ne sont pas listés, mais qui peuvent évidemment venir en aide ici aux décideurs pour décider, en tout cas évaluer la crédibilité des éléments. Donc j'en passe à ma deuxième partie, et là je parlerai plus précisément des défis de l'évaluation de la crédibilité, plus particulièrement au regard des demandes de protection internationale liées aux questions de genre ou d'orientation sexuelle. Alors d'abord un petit point sur trois concepts. Je suis sûr que vous avez tous une idée des concepts, de ces concepts-là, mais ici il s'agit plutôt des définitions qui sont retenues par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ces définitions, en réalité, ce sont celles qui se trouvent dans les principes de Yogyakarta. Je ne reviens pas sur ces principes-là, mais sachez en tout cas que ce sont des principes internationaux, directeurs, qui visent à éclaircir les droits humains qui sont applicables aux personnes concernées ici. Caractéristiques sexuelles. Ici, c'est une notion objective qui recouvre en réalité les aspects physiques pris au sens large. Donc ça peut être tant les aspects physiques visibles, les organes génitaux, mais aussi physiques au sens
plus fin, on va dire, du terme, dans la mesure où ça recouvre aussi les aspects génétiques de cette question. C'est ce qu'on dénommera plus couramment en réalité le sexe. Ensuite, la question de l'orientation sexuelle, c'est ici une notion subjective, j'insiste sur cette idée de notion subjective, qui recouvre l'attirance émotionnelle, affective et sexuelle, et la capacité des personnes aussi à rentrer dans des relations émotionnelles, affectives et sexuelles avec des personnes, qu'elles soient de même sexe ou d'un autre sexe, ou de même sexe ou d'un autre sexe. Enfin, la question de l'identité de genre, c'est une notion à nouveau subjective qui recouvre en fait l'expérience intime et personnelle des caractéristiques sexuelles, des caractéristiques physiques. Que cette expérience soit une expérience qui aille dans le même sens que les caractéristiques sexuelles ou qui aille dans un sens différent ou opposé des caractéristiques sexuelles des personnes. Alors, les formes de persécution ou d'atteinte grave qui sont fondées sur le genre, d'une façon générale, ça peut très bien être les mutilations génitales féminines, un exemple classique, les mariages forcés, précoces, les violences domestiques, les crimes d'honneur, l'orientation, enfin les atteintes qui sont basées sur la simple orientation sexuelle des personnes, traite des êtres humains, prostitution forcée, etc. Vous en avez tous, j'en suis sûr, quelques exemples en tête. Alors, quels sont les défis relatifs à l'évaluation de la crédibilité dans les demandes de protection internationale liées au genre ou à l'orientation sexuelle ? Le premier défi, c'est que très souvent, les déclarations des demandeurs de protection internationale sont les sources principales, si ce n'est exclusives, d'informations, d'éléments qui sont à la disposition tant des demandeurs que des décideurs, évidemment. Et c'est d'autant plus le cas dans la mesure où les persécutions sont en fait perpétrées par des membres de la famille ou de la communauté. C'est évidemment le cas très souvent dans le cas des mutilations génitales féminines, mais ça peut l'être aussi dans d'autres cas de figure. Le manque de preuves documentaires, parfois il y a des preuves documentaires, il peut y avoir des certificats médicaux par exemple, je vous en parlerai par la suite, il peut y avoir peut-être des dépôts de plainte, des choses comme ça, mais très souvent il y a en réalité très peu de preuves documentaires. Dans les informations sur les pays d'origine, très souvent les aspects genre sont absents ou bien moins documentés que d'autres éléments. Enfin, il y a toute la question des comportements attendus et stéréotypes dans le chef des décideurs. Cela, par exemple, pourrait tout à fait se dire que, tiens, vous êtes homosexuel, vous avez déposé une demande de protection internationale sur cette base-là. Depuis que vous êtes arrivé en Belgique, est-ce que vous êtes rentré en contact avec la communauté gay en Belgique ? Ce peut être des comportements attendus. Ou dans un autre sens, puisque vous êtes homosexuel, est-ce que vous fréquentiez des bars ou des organisations qui défendent les droits ou en tout cas sont en lien avec la communauté LGBTI ? Ce sont ce genre de comportements qui sont à nouveau normaux, mais dont il faut se méfier, puisque évidemment ils peuvent mener à des conclusions hâtives de la part des décideurs. Il y a enfin très souvent le problème de la divulgation tardive. C'est bien sûr là l'impact d'un certain nombre de sentiments, que ce soit de honte, de stigmatisation, de peur d'ostracisation au sein de la communauté, soit dans le pays d'origine, mais parfois dans le pays d'asile. Il se peut très bien qu'une personne ait des craintes de révéler, mettons, son homosexualité, parce qu'elle sera en réalité dans un centre d'accueil avec d'autres personnes de cette communauté, et que si cet élément fuite et se sait, eh bien évidemment, ça pourrait avoir des conséquences sur sa vie quotidienne au sein du centre d'accueil. Et des représailles, bien évidemment, ici dans les éléments qui peuvent mener à une divulgation tardive. Alors, quelques pistes de solutions peuvent être explorées. En premier lieu, c'est de sortir un petit peu des éléments objectifs purs, mais plutôt d'explorer certains éléments comme les perceptions individuelles des demandeurs, leurs sentiments, ou leur expérience de la différence, de la stigmatisation ou de la honte, que ce soit à nouveau dans le pays d'origine ou dans le pays d'accueil. Alors certains éléments peuvent être intéressants dans le cadre de ces discussions. C'est par exemple les questions d'identification personnelle, les questions de réalisation ou d'aspiration personnelle qui peuvent mettre à jour certains aspects. Les questions de religion, de conception ésotérique, les perceptions
on parle bien de perception, pas forcément d'expérience personnelle, mais les perceptions des relations romantiques ou sexuelles, des expériences, à nouveau, soit des expériences personnelles, mais à nouveau des perceptions de comment devraient se dérouler les relations au sein d'une famille ou au sein de la communauté, des questions vis-à-vis de l'enfance ou alors des questions relatives à la perception ou à l'expérience de la conformité et de la non-conformité. Je m'arrête là. C'est assez dense, j'espère que ce n'était quand même pas trop rapide. Malheureusement, je ne serai pas présent pour la séance des questions, mais mes contacts sont là, n'hésitez pas à revenir vers moi pour toute question ou remarque. Merci beaucoup. Merci.